Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très économique et nous recevons sur ce plateau pour parler du bilan de la mise en œuvre de la surveillance multilatérale au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous recevons donc sur ce plateau Saïdou Abdou. Saïdou Abdou est le directeur de la surveillance multilatérale au département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Decom. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et pour bien camper le décor sur ce sujet très économique, pour mieux comprendre cette émission, pour mieux comprendre le sujet de cette émission, pourriez-vous nous expliquer en des termes simples ce que l'on doit entendre par la surveillance multilatérale au sein de l'UEMOA? Merci, monsieur le Decom. Je voulais d'abord, avant de donner cette définition de la surveillance multilatérale, un peu situer le contexte. Et donc, comme vous le savez, à titre de rappel, les États membres de l'Union monétaire ont connu des difficultés macroéconomiques au cours des années 80 et au début des années 90. Donc, ces difficultés macroéconomiques ont consisté donc, à une accumulation excessive de déficits budgétaires et un taux d'endettement élevé. Donc, ce qui a conduit, donc, si on peut, en termes de résumé, à la dévaluation du franc CFA en 1994. Donc, suite à cette situation, les hautes autorités de l'Union ont donc manifesté l'intérêt d'approfondir l'intégration économique à travers les traités instituant l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 10 janvier 1994 à Dakar. Donc, l'une des innovations majeures de ces traités est le mécanisme de la surveillance multilatérale. Donc, ce mécanisme tire donc, son fondement du traité, notamment à l'article 4 du traité alinéa B, là où il est indiqué que l'Union vise à assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres de l'Union à travers l'institution d'une procédure de la surveillance multilatérale. Donc voilà en termes de fondement de l'exercice de la surveillance multilatérale. Maintenant, en termes de définition, la surveillance multilatérale ça permet d'assurer la coordination des politiques budgétaires nationales des États membres, et d'assurer aussi sa compatibilité avec la politique monétaire qui est commune au niveau de l'Union. Justement, on comprend maintenant que c'est, comme vous le dites, c'est un droit de regard. La surveillance multilatérale est la principale base de fonctionnement pour faire de l'UEMOA un espace économique intégré et harmonisé, comme vous venez de le situer. Comment s'opère-t-elle? La surveillance multilatérale s'opère à travers les dispositifs qui ont été pris, notamment à travers la directive 0196 qui fixe les modalités du fonctionnement de la surveillance multilatérale. Donc, cette directive a mis en place un certain nombre de dispositifs qui est composé, un, du Conseil des ministres, et deux, de la Commission. Donc, la Commission avec un organe, un sous-organe, qui est composé, qui est appelé secrétariat conjoint, qui est composé de la BCAO, de la BOAD et de la Commission. Donc, la Commission... La BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, tout à fait. Et la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Et puis, ça, c'est la composition du secrétariat conjoint, qui aide la Commission à traiter les dossiers qui seront soumis au Conseil des ministres. Donc, en définitive, la Commission est le centre opérationnel de l'exercice de la surveillance multilatérale. Et le troisième dispositif qui a été mis en place à travers la directive 0196, c'est le Comité national de politique économique des États membres. Ce sont des structures nationales qui ont été mises en place par cette directive et qui sont composées des administrations centrales, des régies financières, du ministère du Commerce et de la BCAO, ainsi de suite, qui sont les points focaux de la Commission en matière d'exercice de la surveillance multilatérale, qui produisent des rapports régulièrement et qui transmettent ça au niveau de la Commission de l'UEMOA pour l'exercice de la surveillance multilatérale. Alors, tout à l'heure, vous avez situé le contexte. Ça fait maintenant plus de 30 ans que l'UEMOA a été créé. Aujourd'hui, si l'on vous posait la question, quel bilan tirez-vous de l'apport de la mise en œuvre de la surveillance multilatérale? En termes de bilan,
de la surveillance multilatérale, bon, disons qu'on peut scinder les périodes de 2000 à 2018 et de 2019 à nos jours. Donc pour la période 2000 à 2018. 2000 à 2018. Voilà. 2000 à 2018, ça c'est la première période sur laquelle on va. Oui. Disons que comme on a indiqué que l'exercice de la surveillance militaire a commencé par la directive 0196 qui donc fixe les modalités de la mise en œuvre de la surveillance multilatérale. Mais disons que l'exercice a été effectif à partir de l'année 2000 avec l'adoption du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres. Donc notamment l'acte additionnel 0499 donc, qui met en place le pacte. Donc à partir de l'année, le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres. Donc à partir de l'an 2000, l'exercice de la surveillance militaire s'opérait à travers la mise en œuvre de ce pacte de convergence. Et donc les États membres se sont engagés à travers ce pacte-là, qui est un engagement formel, donc à coordonner donc, les politiques budgétaires nationales pour donc, accompagner la politique monétaire commune. Donc de façon globale, en termes sur cette période, donc, les États membres ont quand même fait, sur la base de l'exercice de la surveillance multilatérale, ont conduit des politiques économiques vertueuses, donc qui ont abouti donc, à une appropriation de l'exercice de la surveillance multilatérale, qui ont abouti à une réduction des déficits et aussi à une réduction du taux d'endettement. Disons que sur cette période... Sur cette période de 2000 à 2018. De 2000 à 2018, c'est notre première période d'analyse du bilan de la mise en œuvre de l'exercice de la surveillance multilatérale. Donc, globalement, sur cette période, les États membres ont rencontré des difficultés pour respecter les critères de convergence, notamment les critères clés, qui est le solde donc, budgétaire global, donc compris, rapporté au produit intérieur brut, qui doit être supérieur ou égal à moins 3%. Donc ça, c'est les critères qui sont donc, fixés par le pacte de convergence. Et pourquoi ces difficultés-là? Parce qu'il y avait des crises multiples, il y avait des chocs que les États ont connus. Il y a aussi les mauvaises campagnes agricoles que les États ont connues au cours de cette période. Donc, globalement, il y a eu beaucoup plus de difficultés pour donc, le respect de ces critères de premier rang et les critères clés. Maintenant, en ce qui concerne le respect du taux d'inflation, en dehors des pics qu'on a enregistrés en 2008 et en 2011, donc liés à la crise alimentaire et à la crise énergétique au niveau mondial, de façon globale, les États ont fait un effort pour respecter ce taux d'inflation annuel moyen qui est de 3% au maximum par an. Donc ça a été... Sur ce volet de l'inflation, les États ont fait des efforts en dehors des pics qu'on a relevés en 2008 et en 2011, qui sont les pics qui ont concerné les crises donc, alimentaires et la crise énergétique au niveau mondial. Maintenant, le troisième critère, c'est le taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, de façon globale, les États n'ont pas rencontré de difficultés pour respecter ces critères. Et pourquoi? Parce qu'au cours de la période sous revue, les États membres ont bénéficié de ce qu'on appelle l'initiative des pays pauvres très endettés, le PPTE. Voilà, et l'initiative de l'allègement de la dette multilatérale. Donc ces pays ont bénéficié donc, de ces allègements, ce qui a permis de ramener le taux d'endettement à un niveau quand même supportable. Donc, et dans cette lancée, donc, les États ont continué à respecter ce taux d'endettement au cours de la période sous revue. Maintenant, disons que de façon globale, en termes de résumé, que les difficultés de respecter les critères de convergence sur cette période sont liées à la faible mobilisation des recettes, des recettes fiscales au niveau de l'ensemble des États membres. D'où donc le taux de pression fiscale qui reste faible sur toute la période. Voilà, donc maintenant la seconde période, c'est de 2019 à nos jours. Voilà, de 2019 à nos jours. Disons qu'à titre de rappel, entre 2015 et 2019, les États membres ont réalisé des performances économiques avec un taux de croissance économique en moyenne sur 2015-2019 d'environ 6%, avec un déficit d'environ 5% du PIB, globalement sur cette période. Donc, on dit en 2019, donc de façon
général, les États membres ont donc rempli les conditions d'accès, les conditions de convergence sur la base donc de la masse critique. Donc selon le règlement numéro 10/2007 portant notion de la masse critique, donc si 4 États membres représentant 65% du PIB de l'Union ont respecté les 3 critères de premier rang, l'Union a réuni les conditions de convergence. De convergence. Voilà. Cette condition, pour accéder à la phase de stabilité, il faut que les conditions de convergence là, soient durables. Donc les conditions d'accès à la phase de la stabilité n'ont pas été remplies en 2019 et on s'attendait à ce que les États membres consolident leur situation pour arriver à cette stabilité donc, en termes de convergence. Mais la situation a été un peu entravée. Les performances des États membres ont été entravées par la Covid-19, oui, qui est intervenue en 2020. En 2020, effectivement. En 2020. Donc il y a eu la Covid-19 et donc les États ont fait face aux effets négatifs de la crise de la Covid-19, à des dépenses énormes, à des allègements des impôts. Investissements massifs pour soutenir, les secteurs en difficulté. Donc ce qui a fait que la conférence des chefs d'État a suspendu l'application du pacte en avril 2020. Donc pour donner plus de marge aux États membres pour faire face aux effets de la crise et aussi aux effets négatifs de la Covid-19 et aussi relancer l'économie. Donc après cette période, il y a une certaine reprise à partir de 2021-2022. Donc les États membres ont repris la croissance qu'ils ont déjà que j'avais indiqué entre 2015 et 2019. Donc ils ont retrouvé les sentiers de croissance, ce qui a permis à ces États d'être résilients face à la crise de la Covid-19. Donc on voit que aujourd'hui même les économies continuent d'être résilientes, ce qui est plutôt un bon signe. Et on annonce d'ailleurs une croissance d'environ 6% au cours de cette année. Alors, la mise en œuvre du processus de l'intégration fait face à de nouveaux défis aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt de la crise sanitaire de 2020. Aujourd'hui, nous avons la crise sécuritaire dans la sous-région. En faisant des projections, comment voyez-vous les perspectives dans l'Union? Chaque décembre, en fin d'année, les États membres, dans le cadre de la surveillance multilatérale, produisent un document sur les perspectives économiques et financières à moyen terme. Et en l'occurrence, pour les dernières perspectives, c'est 2025-2029. Donc ces projections sont basées sur les cadrages macroéconomiques que les États effectuent. Et donc ça décrit les politiques qui sont mises en œuvre pendant cette période. Et donc de façon globale, les perspectives sont satisfaisantes. Et en moyenne, les États membres affichent un taux de croissance d'environ 6,1%. Et avec un niveau de déficit aussi qui s'est réduit au fur et à mesure. Donc de façon globale, ces perspectives sont soutenues par les efforts d'accompagnement des secteurs de production agricole, l'apparition aussi de la production dans les secteurs du pétrole et du gaz, notamment en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal. Donc ces perspectives sont confortées par ces secteurs-là qui vont soutenir la croissance sur la période 2025-2029. Donc de façon générale, en termes de réduction des déficits, on s'attend qu'en 2025 déjà, un premier groupe de pays va converger, c'est-à-dire va aller à la consolidation budgétaire avec le respect du déficit budgétaire de moins de 3%. Et globalement, en 2026-2027, l'ensemble des États membres pourraient respecter les déficits de 3% donc en 2026 et 2027. Donc les performances sont satisfaisantes donc en termes de croissance, en termes de réduction des déficits et aussi en termes de dette. Des efforts sont réalisés pour réduire, en tout cas contenir les services de la dette. Et d'un autre côté aussi, les États font des efforts dans la mobilisation de recettes fiscales, ce qui fait que le taux de pression fiscale, même si l'évolution n'est pas aussi importante, mais quand même le taux de pression fiscale est en train de s'améliorer aussi en relation à la mise en œuvre d'un plan de mobilisation des recettes optimales que les États que le Conseil des ministres a adopté. Voilà.
des perspectives plutôt rassurantes, ce qui est de bon augure. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Saïdou Abdou, le directeur de la surveillance multilatérale. Merci, monsieur le directeur, de votre disponibilité. Cette émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.